Je me demandais si tu sentais le combat. Il est très perceptible. La texture du vent est cisaillée jusqu'ici par les ruptures de silène. Il est devenu un maître foudre remarquable. Tu as peur pour Erg, n'est-ce pas? Je l'avoue. Je connais un peu Silène. Il accède parfois sur un éclair à ce point où son mouvement est si véloce qu'il paraît toucher au surgissement du vif. Il a notamment des techniques de relâchement musculaire, de mouvements inertiels qui sont supérieurs à ce que peut un corps qui agit dynamiquement. Il utilise aussi la vitesse des éléments. Je l'aime beaucoup. Ce qui se passe est un très beau combat. Qu'est-ce qui se passera si Erg est battu? Si Erg perd, vous êtes mort. Seul, votre Golgoth sera épargné. On se défendra. Bien sûr, vous vous défendrez, mais au niveau où évolue un maître foudre, il vous sera parfaitement impossible de le toucher. Il vous éliminera en moins d'une journée ou d'une nuit. Un par un ou ensemble, au choix. D'un bond d'aile, Silène est allée cueillir Barbac. Ses jambes sont en bouillie. J'ai très peur qu'il y passe. Silène l'a aéroporté et déposé à nos pieds, hors de la zone minée. Il est encore conscient. Fidèle au code corps d'Erban, Erg n'en a profité ni pour se déplacer, ni pour tirer. Lui n'a plus d'aile. Il est condamné à arpenter les 2 dimensions. Il lui reste 3 hélices défoncées, celles qui lui ont servi à parer. Il les a fixées dans son dos. Plus l'arbre à méca sanglé sur l'avant-bras gauche, avec peut-être quelques carreaux de reste, quelques disques larges comme des coupelles, et ces 3 bouts de câbles lestés qu'il peut expédier à haute vélocité et qu'il appelle des rotophiles. La stratégie de Silène est claire. En contrôlant les airs, il commande la surface. Il lit l'emplacement des mines qu'Erg devine mal à ras l'herbe. Il peut amener notre protecteur à marcher dessus. Il peut lui-même les faire exploser d'un tir. L'espace au sol a été strié. L'espace aérien reste lisse. Premier principe du mouvement. La prairie est devenue un échiquier mortel qui rend complexe chaque déplacement d'Erg quand Silène garde toute liberté de frappe esquive. Erg le sait. Joue la fatigue, macaque. Laisse-le venir plus près. Encore plus près. J'ai les mines calées dans mon crâne, la surface entière. Foudre se relâche, vent, domine. Laisse attaquer Foudre, macaque, jusqu'à trop sûr de lui. Trop concentré sur frappe fatale qui doit tuer toi, qui oublie juste une fois de varier 50e trajectoire d'esquive. J'entends la voix de Jessica, j'entends son rire. Je revois ce combat. J'avais 13 ans. Toujours un moment où toi, savoir répéter, même tir, macaque, toi plus varié, faire entrer lui dans routine, chaîne, encore, lui abondir, trajectoire, esquive, pas infini, à force, toi, va reconnaître une suffit, et là, tu frappes, ergo, tu t'exprimes. Je le revois, face à cet oblique qui m'impressionnait tant. À un quart de foudre, il était comme si en l'air, inchopable. Ce jeune crétin l'allumait à l'arbalète et était Djerka, déjà vieux, sans armure et sans vitesse, qui paraît avec une planche, qui me parlait, qui me montrait, à un moment anodin, l'hélice de mon maître parti. Un jet tranquille. Le quart de foudre s'affala dans la terre, il était mort. Djerka s'excusa devant moi. Vieillesse, macaque, rater la hanche. Nexus, jamais bon. Vais d'abord le clouer au sol, lui couper ses ailes. Pousse-toi, macaque, empêche-le de buster latéral. Cadre-le, droite-gauche, d'un double jet carré. Force-le à plonger sur la 3e hélice. Il se protégera, lui, mais pas sa voile. On va le laisser crever sous nos yeux. On a qu'à l'attaquer tous ensemble, cette culée finira bien par tomber. Un rempart. Laissez tomber. Au bout du rouleau. Laissez-le, merde. Erg n'a jamais perdu. Sur la support, c'était évident que ce qu'on allait. J'ai trop. N'avais pas ouvert la bouche et je me mis à le regarder. La luminosité portait des ombres sur son visage et l'espace d'un instant, il me sembla le voir sourire.
Là-bas, dans ce coin de prairie balayé de rafales, la différence de vélocité entre notre protecteur et Silène se faisait tragique. On aurait dit la vieillesse face à l'adolescence. Sur un énième piqué, un saccade d'une pierre toucha Erg au front et il bascula dans l'herbe. Aussitôt Silène fit volte-face, se cala en suspension et arma son bras. La Lali arrivait. Trois hélices soldés jaillit de la patte d'Erg, hautement d'abois, une chasse magnifique. La toile de Silène se déchire net, le poursuiveur le fracasse à terre, férocement, à pleine vitesse. En vitesse, Silène se relevait. Lentement, pour la première fois. Il se rapprocha tous malgré les mines, voire malgré l'interdiction formelle, voire s'il était malgré Erdeban et toutes leurs conneries de code. Sa masse musculaire, Erg se dressa, sa crête noire en aileron agressif sur son crâne. Il avait pris son boomerang de chasse, son arme préférée, et il avançait vers Silène, le bras levé. 10 mètres entre eux à peine. Pour la seule fois du combat, on les entendit s'adresser la parole. Blast Erg Les morts, blast. Pat Excerpt. Nek. Il lui demande le pat. Qui? Erg vient de demander le pat à Silène. La nullité du combat. Pourquoi il a sa merci? C'est le code Erderban. Ça veut dire que Silène est gravement blessée. On ne combat pas un blessé. Qu'a répondu Silène pour le pat? Il a refusé. Croyez-moi si vous voulez. Sinon, restez-en à ce qu'on vous racontera. Erg aurait pu transpercer le poursuiveur de part en part à la distance à laquelle il se trouvait. Mais au lieu de projeter son boomerang droit devant, à quoi 4 pas, il prolongea le geste de son bras jusqu'à sa hanche et le lança en force derrière lui. Au même instant, il expulsa en mode hyper véloce par-dessus son épaule gauche 2 rotophiles. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'il anticipa. Je ne sais pas si, comme il nous l'expliqua plus tard, il avait deviné la trajectoire de fuite du maître foudre parmi l'immensité des possibles qui s'offraient à quelqu'un capable de bondir à 8 mètres en détente sèche dans n'importe quelle direction. Toujours est-il qu'à la seconde près, Silène se trouvait à une quinzaine de mètres derrière Erg, avec un bout encastré dans l'omoplate et un rotophile qui lui avait cisaillé l'aorte. Je ressens une perturbation dans la texture du vent, l'Erdogan. Très intense. C'est un vif qui se compacte. Je le sens aussi. C'est douloureux et beau à la fois. Quelqu'un vient de mourir. Quelqu'un de très puissant qui se survit déjà. Silène, Oui. Silène, votre combattant protecteur, a fini par l'emporter. on dirait que ça t'étonne. Beaucoup, Troubadour, beaucoup. Il y a quelque chose d'anormal, une autre présence peut-être. Même si je pense que Silène, dès l'amorce du combat, avait déjà atteint son but, ce qui a pu le rendre moins agressif. Erg jouait votre vie à tous, il est tissé en vous. Silène ne jouait que l'honneur d'un être cher, le simple fait que le combat ait enfin lieu rendait hommage à cet être et soldait la dette. Dans l'absolu, Silène aurait dû tuer Golgoth. La vengeance porte sur Golgoth. Or, Erderban interdit d'abattre le traceur. On ne peut donc l'atteindre qu'en éliminant sa lorde et en la laissant seule. Et tout ça reste théorique. L'arme du mouvement va être accablée. Je ne crois pas que Silène est vraiment perdu, pour tout te dire. Je crois même que ceux qui l'ont formé peuvent être fiers ce soir. Il a dominé votre protecteur. Le mouvement a prouvé sa supériorité ontologique. À nos pieds gisait le cadavre de Silène, avec son visage de faune et ses yeux jaunes qu'Erg avait souhaité laisser ouverts vers la lune. Barbac avait été garrotté sous les genoux. Personne n'osait toucher à ses jambes déchiquetées de tessons. Je ne ressentais aucune fierté, plutôt le sentiment d'un
extraordinaire gâchis. À mes côtés, un Firost surexcité refaisait le combat avec un ergue taciturne, abasourdi de fatigue et criblé de plaies. Lorsque Alm arriva, elle soigna d'abord Barbac, longuement, en extrayant un à un chaque éclat de verre de ses tibias. Sous la douleur, il perdit rapidement connaissance. Puis, elle força Erg à s'allonger, et sans attendre les brancards que les frères Dubka allaient apporter, elle lui retira son armure en peau de gorse et ausculta les blessures. Son torse et ses cuisses montraient un ciel étoilé de plaies. Il avait bien le nez cassé, un doigt en moins, et il respirait mal. Après s'être isolé quelques minutes avec Orochi, Pietro s'approcha de notre combattant protecteur. Il s'accroupit et lui demanda, d'une voix qui voilait mal ses angoisses. D'après toi, Erg, y a-t-il d'autres poursuiveurs de cette trempe à nos trousses? Selon mes sources personnelles, une vingtaine. Silène faisait partie des plus dangereux. Les autres sont moins forts, à part un. Qui ça? Son nom ne te dira rien. Il vient des franges glacées de la bande de Contre. Il n'est jamais passé par Kerderban. Il s'est fait lui-même. Dans l'univers des combattants, on l'appelle le Corroyeur. Le Corroyeur? Et quelle est son arme? Il n'a pas d'arme. Il réfléchit. Ou plutôt, il a une arme. C'est le temps. Ses combats durent 8, 9 heures. Parfois une nuit entière. Personne n'a jamais réussi à le battre. Certains en ont réchappé en fuyant. Mais il les rattrape toujours. Parfois des années après, dans un bled en pisé, n'importe où. Il finit toujours ses combats. Il a horreur du pas. Même chez les autres. Ça s'est encore vu ce soir. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Son système de défense. En quoi? Explique! Y a rien à expliquer. Ce mec a le meilleur système défensif jamais élaboré sur cette putain de terre. On sait pas pourquoi. On sait pas comment. Les rares témoins qui l'ont vu combattre parlent de techniques incroyables à base de cailloux ronds, de mottes de terre, de branches. Ce qu'il trouve, il est même pas rapide. Il a des jets à la con. Mais il a une qualité plutôt utile par chez nous. Il meurt pas. Mais tu vas pas me dire que t'as peur de ce mec? Un bouseux, à moitié décongelé! Je n'ai peur de personne, Firost. Sache juste que quand ce mec surgira, ton macaon commencera à compacter son vif. Mais qu'est-ce que tu chies là? T'es le meilleur combattant du monde, macaque! Tu l'as encore prouvé ce soir! Ce soir, je n'ai rien prouvé qu'une chose. Que je vieillis. Je chute mal. Je bouge plus aussi bien. Je marque les coups. Le Corroyeur le sait déjà. Ça, certainement pas. Ce combat a été et restera secret. Seule la Horde est au courant. Nous avons veillé à ce qu'aucun fréole ne soit prévenu. En dehors de vous, les gars, excusez-moi, mais il y avait 5 témoins, pas vraiment invités ce soir, dont le Corroyeur. Comment ça? Vous êtes vraiment des artistes. Aucun combat n'est jamais secret. Encore moins quand il concerne l'élite de Kerderban. Il y a toujours dans les parages un rapporteur de l'ordre, un cafard, d'autres combattants, des poursuiveurs. Mais où ils étaient, bordel de vent? Un est resté tout le combat à 200 mètres à l'aplomb de la zone. Il était en ballon noir. Un autre était perché sur un arbre dans la forêt linéaire. Je l'ai d'ailleurs touché sur un retour d'hélice. Les autres, en tenue de camouflage, dans l'herbe. Et le Corroyeur? C'est lui qui a tranché la gorge de Silène. Le Corroyeur? Il était recroquevillé, en mode de terre, recouvert d'herbe, en plein milieu de la zone de combat, depuis le début apparemment. Quand j'ai lancé le rotophile, j'ai bien coupé l'axe de fuite de Silène, mais il a su esquiver. Il s'est jeté au sol. Et il ne s'est plus relevé. On a vu ça? On était à 50 mètres. Silène n'a pas esquivé du tout, Erg. Il a été cisaillé à la gorge par ton rotophile et il s'est écroulé. Tu l'as touché en pleine course. Si tu veux, je l'ai touché. Trop binaste. Ça veut dire poète.
La journée qui suivit cette nuit de combat fut des plus disjointes. Entre les fréoles, tout à l'heure désinvolture de lendemain de fête, actifs pourtant aux manœuvres, et nous, creusés aux yeux par Silène, qui ne devions le simple fait de pouvoir encore nous lever ce matin-là, qui est une sorte de golem, un tas de mousse et d'immobilité, qui avait bien voulu abréger l'agonie prévisible d'Erg en cisaillant la gorge du poursuiveur. Il y avait un palpable écart. Des combats, encore une fois, en 28 ans de contre, nous en avions essuyé. Sous la routine, pourtant, la mécanique des victoires, l'effroi qui nous tenaillait à 15 ans lorsque des écumeurs coupaient notre trace et revenaient sur nous de l'aval, s'était à la longue estompé. Erg avait très vite, toujours en fait, dès le début, été à la hauteur de son statut de protecteur. Il anticipait, il gagnait. Il était surpris, il gagnait. De jour, de nuit, fatigué, privé d'armes même, il gagnait. En village, dans la plaine humide, dans la steppe, au milieu d'un lac, seul ou épaulé par Firost, par Léarque, par Steppe, il gagnait. Contre des pillards, des abrités, des orpailleurs, des obliques en bande, des animaux, quoi qu'il arrivât, il gagnait. Sauf qu'hier, pour la première fois, il n'avait pas gagné. Peut-être que tout le monde dans la horde ne le mesurait pas avec la même profondeur qu'Orochi, Pietro ou moi. Pour beaucoup, le résultat seul émergeait. Erg Macaon était sorti vivant du combat, son adversaire était mort. Ils ne croyaient pas aux Corroyeurs, pas vraiment, ou ils y croyaient avec une conviction lointaine, à la manière dont on croit aux fées ou aux nuages de l'Arco. À vrai dire, j'avais d'abord réagi comme eux. Jusqu'à ce midi où, sous l'impulsion d'Orochi, nous étions allés voir Erg et lui avions parlé. Le bloc Erg. Moins frappé par sa chair mangée de hachures, avec cette estafilade transversale d'une hélice qu'il n'avait plus su éviter, que par son regard. Son regard avait perdu quelque chose qui lui était essentiel, sa morgue. Il eut beau nous réexpliquer le duel, décliner pour nous sa tactique et ses manquements, raconter à nouveau le surgissement du Corroyeur, sa furtivité, sa disparition, égayer l'ensemble avec son ironie à sexe si particulière, il ne nous rassura pas. Erg n'avait jamais su mentir, aux autres d'abord, à lui-même ensuite, et surtout... À ses yeux, il avait perdu ce combat et il l'avait perdu doublement. Face à Silène, qu'il avait été incapable de déborder, face au Corroyeur qui, en tuant son adversaire, l'avait clairement humilié, en lui imposant, code Kerverban, la dette d'un combat ultérieur dont Erg devrait accepter et le moment, et l'arme, et le lieu. Ce qui sonnait à nos oreilles et bourdonnait aux siennes comme la sentence d'un gong. Personne, en dehors du propre ordonnateur d'Erg, Tejerka, ne pouvait ne serait-ce qu'imaginer comment affronter le Corroyeur, avec quelle inconnue tactique et quelle syntaxe, et si même il existait un plan séquent à son univers où il eût été possible, au moins, de mener le combat. Après un quart d'heure foré de silence, Erg lâcha. Il faut que je revoie Tejerka. J'ai régressé gravement, je suis devenu lent, trop de combats faciles, beaucoup trop. Je dois apprendre à nouveau. La marmaille, c'est n'importe quoi du fréole craché, éventré sur des coussins de soie salopés, labouré à coups de dents, d'ongles, de maillotchage de récré. En arc de cercle vaguement, ces chiards gobent le béaba d'une pute autoproclamée institutrice, qui les distrait comme au carnaval avec des crowbars, des contes à dormir couchés et des jeux à la con. Pourquoi elle leur taille pas des pipes ton calier? À leur âge, je cressais aussi dans un navire, celui qui me ramenait de l'amont vers Aberlas. À leur âge, j'apprenais debout, un ventilo dans la tronche. Il n'y avait pas de jouets, de coussins, de dessins ni de putes. Et j'apprenais plus vite et mieux que ces joues rondes. J'en foutrais ma pogne au crône.
Le Commodore, je ne pouvais pas lui refuser ça. A tenu à ce que moi et Pietro, plus un hordier, j'ai pris Caliro et notre feuleuse qui traînassait avec du matelot, on aille dans la classe des petits hauts, montrer nos gueules et expliquer pourquoi on racle la terrasse de ce bas merdier de monde pour aller choper la bourrasque au callback tout là-haut. Nos cours profitent autant qu'il est possible de rencontres de nouvel âge. Votre présence exceptionnelle est une opportunité extraordinaire d'enseigner aux enfants les principes et les valeurs d'une horde. Je suis sûr que ça vous amusera de répondre à leurs questions. Qu'il avait salement insisté, le barbu. J'étais donc plutôt certain du contraire, mais j'avais une dette orange sur le paletot. Donc, j'ai débarqué dans la classe. À mon entrée, il y a eu une bourrasque de chuchotis. Les gosses étaient babas de nous voir. Ils avaient des étoiles dans les prunelles. Ils se sont levés d'un bond sur leurs pattes. Ils ont commencé à miauler de la question à tire-larigot. Ici, comme ailleurs, dans tous les villages d'abrités où nous étions reçus, j'attachais une rigide importance à ce que nous pouvions laisser dans l'esprit des enfants. Moins que d'autres, je ne savais si le but de notre vie avait un sens. Mais je savais, plus que quiconque, qu'elle avait une valeur. Par elle-même, directement, hors de toute réussite des routes. Cette valeur venait du combat. Elle venait du rapport profondément physique que nous avions au vent, un corps à corps. Elle venait de la qualité impressionnante de notre fer et de notre bac, de l'épaisseur à peine concevable de connaissances et d'expériences dont nos os avaient hérité. Elle venait d'une noblesse de cœur et de rage dont je me sentais, avec Golgoth, le premier porteur. La noblesse, chez les abrités, était une valeur d'éviter. Ils l'associaient au signe, une élégance, une sorte de discrète richesse qui étayait un registre de gestes et de langage, des manières et des bannières, toute une symbolique sans laquelle elle devenait à leurs yeux irrepérable. Pour ma part, j'avais longtemps pensé qu'être noble relevait du respect de 3 principes cardinaux: la générosité, l'élévation et le courage. Comme en tenant par tout vent à ce cap, je ne pouvais dépanner. Soit. Je découvrais avec l'âge ce qu'être noble devait à la vigilance, au sens aigu des situations, à la recherche tâtonnante du comportement entier, de l'acte propre. Devait au rejet des paresses nombreuses. Je repensais souvent au lendemain du Furvent, à ce village bourgeois, à cette maison écroulée, l'homme que j'avais étouffé sans m'en rendre compte. Devant les enfants, j'essayais de m'en tenir au plus strict du sobre, avec chaleur, dans mes mots, dans mon allure, dans ma voix, de ne pas vernir notre réputation de cette couche imperceptible de lustre qu'il était si facile d'y patiner. L'escadre frêle, il me semble, n'avait pas cette exigence. Une aura d'esbrouf flottait autour des épaules des ailiers. Leur tempérance, lorsqu'elle éclatait, était encore un masque souriant, un masque nonchalant et racé, mais un masque, pas un visage de peau. Moi, je me battais contre moi pour gagner, pas à pas, un visage. Un visage qui soit mon âme, faite nez et bouche, mon âme, faite joue, mâchoire et menton, mon âme, faite regard et front, ni plus, ni moins. Mais ce visage-là était tout sauf donné par avance. Personne n'en héritait de ses parents. Il devait être conquis tout au bout du contre, à travers le contre et par lui. Lorsqu'on me demandait ce que j'espérais trouver en extrêmement, cette question banale, posée 1000 fois, je répondais maintenant: j'espère trouver mon visage. Quelqu'un là-haut le sculpte à coups de salve dure. Chaque acte que je fais le modifie et l'affine. Mes fautes le balafrent. Mais peu importe. Il se fait. Il m'attend, posé sur un socle. Et je le verrai, comme je vous vois devant moi, comme on se regarde dans un miroir, enfin exact. Je verrai ce visage que je me suis fait tout au long de ma vie, juste avant de mourir. Ce sera ma récompense.
Qu'est-ce que ça veut dire, traceur? Qu'est-ce que ça veut dire, traceur? Qui trace, Marmot, Et comment qu'on devient traceur? en traçant. Lorsqu'il m'avait aperçu, en compagnie d'Aoi, me promener dans le Veld, les mômes m'avaient d'abord ailé. Puis, voyant que nous ne bougions pas, une grappe s'était détachée de leur groupe. Les bouts de choux avaient couru, volé jusqu'à nous, accrochés pour certains à un cerf-volant de guingois bricolé à la hâte. Leur agilité était déjà impressionnante pour 6 ans. Madame la Fleuze, faut nous aider. Feuleuse, suggéra doucement Aoi. Mais les enfants piaffaient déjà à ne plus pouvoir rien entendre. Ils sautaient sur place, ils se bousculaient. Oui, vous aider à quoi? Pour le devoir de demain, l'exposé. Sur les 3 dernières formes du vent, trouver celles qui sont inconnues? Eh oui! Je crois bien que c'est à vous d'avoir des idées, non? Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? On connaît le vent chaud, le vent doux, le vent froid, le vent humide, le vent violent. On sait pas, c'est trop difficile, madame, on vit dans des bateaux, nous. Nous non plus, on sait pas. Personne ne sait au monde. Il faut essayer d'imaginer. Les gosses n'allaient pas lâcher le morceau comme ça. Ils tenaient 2 filles de la horde, la sorcière et celle qui mange du feu. Il ne s'agissait pas de les laisser filer dans les hautes herbes comme ça. Bah c'est vous qui savez, vous êtes très forte. Vous avez traversé la terre entière pieds nus. Vous avez vu des choses que personne n'y voit. Ouais, des crônes et tout. Vous avez déjà vu des crônes, les enfants? Ouais, moi, une fois j'en ai vu 2, d'un coup, gros, comme notre bateau, fait tout en pierre, qui bougeait comme de l'eau. Les oiseaux, ils passaient à travers, et zap, après, ils sortaient derrière en squelette, je vous jure. Ouais, ça foutait les jetons. Bon, revenons à ces 3 formes du vent. Vous réfléchissez? C'est peut-être des crônes? Pourquoi pas? Admettons, ça fait une idée. Quoi d'autre? Moi, j'ai pensé à un vent super fort. Un vent qui serait tout en acier. Et moi, tout en feu. Un vent flamme alors. Une longue flamme qui s'écoulerait sur le monde. Ouais, voilà, ouais, super, ouais. Et ben moi, je pense que la 9e force de vent, ce serait un vent qui irait à l'envers. À l'envers? C'est-à-dire de l'aval vers l'amont? Ah oui, C'est original, j'aime bien ton idée. Un vent qui nous pousserait dans le dos, quoi. Ce serait tellement agréable. Ben oui, comme ça vous traînerez plus comme des tortues, vous irez super vite, comme nous, et ce serait moins fatigant. Pourquoi le vent souffle? Qu'y a-t-il en extrême amour? Sur ce thème, ma foi, je ne voyais plus que Caracol pouvait encore nous inventer. Il nous en avait raconté des centaines, on les connaissait toutes. Thèmes, intrigues et variantes, crédibles ou loufoques, poignantes ou pas. Des histoires d'éléphants en fuite, hauts comme pas imaginables, battant l'air de leurs oreilles, d'autres géantes en peau de ciel, percées par des archers. Des histoires de hordes, de péteurs imbus d'eux-mêmes qui avançaient devant nous et nous lâchaient des gaz. Des oiseaux par flopées, poursuivant à tire d'aile le soleil et qui généraient des souffles. Des histoires de dieux agitant un éventail, de dieux paillant ou sifflant un air, secouant leurs draps, mettant des gifles à leurs enfants. De dieux dont la parole inarticulée se déversait indéfiniment vers l'aval sans que nous en comprenions un traître souffle. Et là-dessus, des échafaudages à demi scientifiques, à demi doudingues, qu'il fallait toute l'agilité de Caracol pour faire tenir debout, toute sa conviction aussi, puisqu'il y croyait, il croyait à le tendre compte, comme s'il eût fallu qu'il en teste jusqu'au bout, à haute voix, la validité possible. Le conte de la terre filant comme un navire vers les étoiles. Le conte du râle des morts. Le conte des nuages gruyères. Le conte de la respiration des pierres. Parmi ce farago semé, celui que j'aimais le plus était le conte de la nuit d'ange. Tu m'as inspiré avec ce lycée. Un ange pour chaque être, racontait Caracol, un pour chaque animal aussi. Et ces anges, gentiment, sans penser à mal, nous soufflaient dessus avec leurs petites joues puissantes,
parce que nous étions pour eux des braises, un feu clos en train de s'éteindre, et qu'en l'attisant un peu à la régulière, ils pensaient nous mettre à nouveau en flamme, pour se réchauffer un peu sans doute, ou peut-être, je me souviens qu'ils disaient ça, peut-être parce que nous étions plus jolis à regarder avant, lorsque nous étions des torches vives aujourd'hui couvantes, demain simples cendres. Il osait devant les fréoles, un conte sur l'extrême amont. Encore, pesta Talveg. Change un peu, Carac. Mais il avait tort, le géomètre, parce que celui-là, il sonnait tout neuf. Sans préparatif, le cercle se forma de lui-même, par le seul magnétisme de notre troubadour. Enchâssé à même le parquet du pont, dans une sorte de vasque de pierre, un feu peu ordinaire brillait à flammes bleues, alimenté du dessous par des jets de gaz. Ma foi, encore de l'esbrouf fréole. Coriolis s'était vautré dans les bras de son matelot, mais ses seins étincelaient en silence pour Caracol, il me semblait. Pour ma part, j'avais alpagué ma fréole du voyage et je l'avais mise en bouclier devant moi. Ça alla vite mieux. Là-bas, en face, rire béat, l'ami Sauve était foutrement bien accompagné, le salaud. Il sentait bon le bonheur frais. Il était une fois, entama Caracol, et imperceptiblement, les visages éparpillés s'allumèrent sur le pourtour du cercle. Parce qu'à travers son conte dont nous ne savions rien, c'était l'honneur de la horde qui pouvait être compromis ou sauvé. Parce qu'il avait entamé avec une solennité inhabituelle, parce qu'il paraissait plus concentré que l'ordinaire, parce que surtout, il avait insisté sur nous, que personne n'y aurait chez nous, que cette insistance signalait un récit inédit. Il était une fois un pays de vaste étendue où rien ne tenait plus en place. Un vent féroce y soufflait tout le jour et la nuit, entêtant et unique de l'est vers l'ouest, faiblissant certains soirs, mais ne cessant jamais. Les collines y étaient poussées dans le dos, les rochers dérivaient lentement. Même le soleil avait du mal à s'arrimer au ciel. Une terre où le linge séchait vite, croyez-moi, avec des villages pourtant, dans tous les creux épargnés, et des hélices qui tournaient à l'arrière des maisons. Sur cette terre vivaient 3 tribus. La plus frivole faisait de la voile. La plus grande s'abritait dans des villages clos, et la plus stupide tentait très fièrement de remonter le vent jusqu'à sa source. Pris par ce récit, puis si vite provoqué, les fréoles éclatèrent d'un rire généreux. Je reconnaissais sans mal quelques-unes des techniques favorites de Caracol. L'autodérision, bien sûr, mais surtout cette façon plutôt astucieuse de présenter la réalité de notre monde comme pure fiction, à peine exagérée, à peine décalée de sa stricte vérité, mais suffisamment toutefois pour créer un effet d'étrangeté qui, outre sa drôlerie, projetait dans nos âmes l'image plutôt exacte de notre famille. Personne d'un peu sensé dans ce pays ne donnait la moindre chance à cette poignée de locteux qui s'auto-baptisaient horde, labouraient le sable et qui prétendaient qu'au bout de leur quête, quelque chose comme le bonheur serait donné à tous. Parce que, disaient-ils, atteindre à la source du vent, c'était pouvoir en maîtriser l'écoulement. Et ils étaient de leur rêve si convaincus que partout où ils passaient, des fêtes fastueuses les accueillaient et qu'avec ferveur on les encourageait. Parmi ces locteux, un arlequin du nom de Cacarole, pris en chemin, qui n'avait pas eu la décence de partir comme il se doit du bout de la terre, les avait rejoints, sans doute par curiosité, peut-être par dégoût de la voile, sans doute aussi pour de plus sérieuses raisons. Ce brave fou se décrétait troubadour. Et à vrai dire, il sortait parfois de son sac de crâne quelques histoires tordues pour aérer les feux. Mais il portait surtout en lui une fantaisie théorique. Il
c'est... Caracol laissa le silence se suspendre quelques secondes, à l'aplomb d'Emma. En tant que conteur, il avait du contrepoint une science unique. Un conte de Caracol, ce n'était pas une voix plus un récit, c'était un cosmos local inventé sur un feu. Il y avait certes une ligne, celle de l'histoire, qui partait d'un début pour aller vers une fin. Mais les contrepoints, qu'entre chaque laisse il faisait jaillir, brisaient à ce point cette ligne, lui imposait une cadence si particulière comme un galop tronqué, la doublait de temps de claps, de tapes, mates, de bruits, de cris, de gestes, de tours et de tambours, l'habitait de tant de dessins esquissés dans la cendre, de couleurs jetées sur une nappe, d'architecture de petites pierres, d'objets amenés puis masqués, y ajouter une telle variété d'interprètes pris à la volée dans le public, de choristes complices, de musiciens alliés que le conte initial, cette pure voix chantante dont se contentaient tant de troubadours même parmi les plus illustres. Caracol en éclatait princièrement le cristal, pour un résultat inouï. J'étais assis tout contre Nouchka, mes mains dans les siennes, avec en face de moi le public des Fréoles. Le conte avait à peine commencé. Et déjà l'agitation levée tout à l'heure par la fanfare, l'effervescence qui avait suivi les danses érotiques, les chamailleries des enfants excités, tout s'était impérieusement tu. J'en ressentis devant elle une grande fierté. Avec discrétion, Pietro hocha la tête dans ma direction et me sourit. D'où vient le vent, vous demandai-je. La réponse la voici, aussi nue qu'une fillette. Le vent vient d'une explosion. D'une explosion si lointaine et si puissante aussi, que nous n'en finissons pas d'en ressentir le souffle qui se propage à nous. Là-haut, en extrême amont, autant vous prévenir gentiment, gens, il n'y a strictement rien à voir. Mais, comme vous le comprendrez, tout est à entendre. Rien n'existe, rien ne subsiste que l'explosion. Il n'y a plus de terre où poser un orteil, de ciel ou de soleil, plus d'arbres à pattes, d'herbes couchées ou de rocs, plus rien qui soit debout, encore compact, encore entier, seulement l'explosion. L'explosion massive et ultime, l'explosion pure du monde. L'histoire officielle, celle de l'ordre, bien entendu, l'alambiquée, raconte que la 27e horde n'a jamais dépassé le désert d'Égypte. N'en croyez pas un mot, lucide Fréole. La 27e fut, en vérité, la seule horde de l'histoire à approcher l'extrême amont. Mais ce qu'elle y vécut ne pouvait être rapporté à quiconque. Ce que vous allez apprendre ce soir ne fait donc pas partie de la sagesse légale. Je me demande, à part moi, si ça fait même partie des connaissances souhaitables. Ceux pour qui la vérité n'est souhaitable qu'avec des habits. Personne ne bougea. La tension s'accentuait. Soit, puisque la bravoure est de l'assistance. Lorsque le deuxième Golgoth atteignit le col de Norska, il fut si intensément déchiqueté par le souffle qu'il ne resta de son corps à peine la quantité de neige nécessaire pour former une boule dans la main d'un enfant. Par comparaison, dira son scribe, le crivets est un crachin et le furban un slamino lento. Un par un, avec un courage qu'il faudra des siècles pour mesurer à sa juste grandeur. Chaque membre de la horde s'éleva jusqu'à l'embrasure du col et tenta d'entrer par la porte grande ouverte de l'explosion. Il fut décidé d'un ordre de passage et le scribe serait le dernier à tenter l'exploit afin qu'il puisse transcrire jusqu'au bout sur son carnet de comptes la vérité de l'extrême homme. Faribole, c'est fou. Ce carnet, s'il existait, a dû être soufflé par l'explosion. C'est parti.
Je serre, en fait, la dernière feuille du carnet. Elle m'a été remise à ma naissance par un gros, propre père. Notre troubadour fit une pause et regardait avec une acuité presque visionnaire autour de lui, à la recherche d'on ne sait quoi. Soudain, il avisa le feu bleu et y pénétrant à sa façon habituelle, comme s'il allait se baigner, il fouilla au cœur des flammes vives et en sortit, soulagé, un long parchemin bleu qui l'étira. Jaillirent des applaudissements de stupeur, mais il n'en tint aucun compte. Je n'aime pas. Apprenez-le, extrapolez sur du vent. Encore moins, noble auditoire, usé de certaines facilités orales qu'on me prête à tort, pour enjoliver une réalité que les scribes s'efforcent de leur côté, avec une rigueur qui nous émeut, de retracer intacte sur le papier. Je vais donc vous lire, sans chercher les faits ou l'emphase, cette dernière feuille. L'explosion intermédiaire. Matière unique qui est son, qui est le son. L'explosion joue. Elle joue une musique sur un instrument au potentiel infini, qui est l'air. L'air existe au seuil de la porte sous forme de cordes d'air dense qui vibrent sur une hauteur incalculable. Le son qui sort de la portée crée tout. Il crée le monde sur lequel nous marchons. Ce qui est posé sur ce monde, ce qui s'y déplace. Le vent est une forme du son. Peut-être la plus lumière ou la plus modulée, quoique pas la seule. La pluie aussi est une forme du son. Les étoiles et les nuages et les couleurs. Chaque animal qui avance en silence. Chaque végétal qui pousse en stridulant. Chaque pierre qui babille au-delà de l'audible. Sont une forme du son. Les sons partent et s'opposent, partent et polluent, partent et finissent dans un cri au creux d'une langue qui appelée graine. Avec une délicatesse sacrée, Caracol retourna la feuille et il abaissa sa voix, afin d'intensifier la tension. Toute la horde est poussière désormais. Callisto s'est sacrifié ce matin. Il est monté par le pierrier monolithe où chaque patte. Il a éclaté en scène. Chacun a éclaté différemment. Chaque son a été unique. Il y a eu les copeaux d'os de Vernis, le sable de Pyrrhès, les flocons de suie des rêves, le sel de Callisto, la vilaine neige de Golgoth. Et il va y avoir pour moi poudre à papier, limaille de lettres, horde qui nous suivrait, scribe qui me lira, essaye d'apprendre à entendre. Vous n'êtes que des poupées de sons. Vous ne progressez plus que par oui dire. Ne m'écoutez pas, vous entendez? L'extrême amont n'existe plus. L'explosion l'a avalée, elle descend vers vous. Au-dessus de vos têtes brillent des constellations. Les vents filent une symphonie inaudible. Tout explose. Et tout crie. Notre troubadour effleura le parchemin de métal qu'il venait de lire et quelque chose comme le son d'un violon lent, profond d'abord, puis aigu à frissonner, impossiblement, en sortit. Le silence, à ce moment-là, toucha un point de netteté absolument extraordinaire. Sur un signe, le feu bleu se mit à enfler, les flammes s'élevant à faire peur, tandis que le parquet d'amarante, éperonné par ses talons, répercutait un tempo de bois mat. Des mélopées apparurent,
issus du public, suivis et coupés du cri des Pythis, qui giclèrent sans cadence du haut des mâts. Bientôt, le son jaillit de chaque point inerte du navire, des vergues autant que des voiles, des manœuvres dormantes ou courantes, du parquet devenu tambour, du verre, des lanternes, de l'acier et du cuivre, des bouteilles. Et Caracol s'était dressé près du feu qu'il dirigeait en chef, une baguette de buis à la main, l'autre laissé libre pour faire vibrer je ne sais quelle résonance d'ordinaire, muette, réticulée dans la matière. Aussi incroyable que ça put paraître, le conte, à peine ébauché, était déjà fini. Ne subsistait qu'un tintamarre vertébral de sons rugis des planches et des lambourdes, sifflés du feu et bramés des mâts, des sons pleins, creux et fluides, des sons de cordage et de discorde, qui, jetés tous ensemble, tohués et bohuants, n'offraient pas la moindre prise à une quelconque rythmie, fût-elle de hasard, plutôt donnée à entendre, pour une oreille dont le velours n'eût pas été déchiré, et telle fut la mienne, quelque aperçu appropriable du chaos primitif. Lorsque le silence à nouveau se fit, aussi net et surplombant qu'avait été omniprésent quelques minutes folles le son des choses, les fréoles se levèrent d'un même mouvement pour une ovation debout. La pluie d'applaudissements qui rinça le pont supérieur me surprit par l'émotion énorme qui s'y réverbéra. Caracol salua ce soir-là à genoux et les mains jointes. Foi de silence, qui, sauf lui, aurait pu nous offrir ce miracle d'écouter un bref instant le chaos? Ce type-là est un génie, sauf crois-moi. Nouchka tremblait. Elle avait les larmes au bord du bleu, son visage, ses lèvres brillaient. Pour tout avouer, je n'avais guère suivi le conte. J'avais subitement pris conscience de la rupture inévitable avec elle qui m'attendait. Et j'avais essayé, pendant tout le spectacle, de respirer aussi lentement que possible pour reculer l'horizon de la flaque et tâcher d'épaissir, dans ma chair, du présent qu'elle m'offrait l'écoulement hémophile. Demain était annulé, jusqu'à nouvel ordre.